Alors nous poursuivons notre journée avec cette deuxième table ronde. Rien ni personne ne sort indemne d'une crise telle que nous la traversons aujourd'hui et Boris Cyrulnik parle de résilience, cette capacité à rebondir suite à un traumatisme. Pour une société ou pour une entreprise, on va plutôt parler de résilience organisationnelle, c'est-à-dire la capacité d'une organisation à transformer les effets d'une crise en un ensemble d'apprentissages majeurs et collectifs créateur de valeur et de renouvellement. Alors, quels sont ces apprentissages? C'est ce que nous allons voir et demander avec nos intervenants de cette seconde table ronde, qui est intitulée « Innovation, qu'apprend-on de la crise du Covid-19 » En sachant bien sûr que quand on parle de l'innovation, ça va bien au-delà de l'innovation purement médicale. L'innovation peut être technologique, numérique, mais aussi organisationnelle, métier ou comportementale. Alors, 4 intervenants avec nous. Je commence à ma gauche par Éric Lelouch. Vous êtes président de Boehringer Ingelheim France. Gérald Conté, vous êtes directeur du iCare Lab. Guillaume Duchaffaut, bonjour, vous êtes directeur général adjoint des HL, les Hospices Civils de Lyon. Et nous avons avec nous en Zoom, en connexion, Christophe Duhayer, président de Johnson & Johnson Medical Care Devices à Paris. Bonjour Christophe Duhayer. Alors je vais commencer tout de suite par une première question avec vous, Éric. Un peu de favoritisme, on est tous les deux vétérinaires, voilà, on se retrouve. S'il y avait un diagnostic évident à poser sur cette crise et un apprentissage majeur qui en ressort, selon vous, quel serait-il? Apprentissage majeur, je dirais prise de conscience majeure. On a utilisé ce mot déjà ce matin, mise en lumière aussi, et vous l'avez abordé, donc ça m'a fait très plaisir dès ce matin, c'est le concept du One Health. Je pense qu'il y a une prise de conscience de ce concept, une relégitimisation, si je peux utiliser le terme, de ce concept qui date. Je crois qu'il a été formalisé à travers les principes de Manhattan, je crois que c'était en 2004, lors d'un congrès de la Wildlife Society, Conservation Society. Mais c'est un concept qui est beaucoup plus ancien que ça, qui a 70-80 ans, et qui repose sur un principe simple, intuitif, c'est que la santé animale, la santé humaine et la santé environnementale sont intimement liées. Donc c'est quelque chose qu'on avait probablement eu tendance à oublier. Et la crise nous a obligés à remettre le projecteur sur ça. Les trois santés sont de façon évidente liées. Je crois que la crise nous l'a rappelé de façon assez cruelle. On avait tendance à oublier que les frontières s'étaient effacées pour l'homme qui prenait l'avion. Et c'était intéressant de voir au tout début de la crise, de voir que l'expansion de cette crise suivait exactement les trajets aériens et les aéroports du monde. On avait oublié que les virus aussi prennent l'avion et que les virus passent d'une espèce à l'autre. Donc c'est quelque chose d'assez basique, quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qu'on a appris, mais peut-être qu'on a réappris. On avait oublié que 2/3 des maladies infectieuses sont d'origine animale. On avait oublié ce que c'était qu'une zoonose. Et tout ça, c'est remis au goût du jour, si j'ose dire, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, si je veux regarder tout ça d'un œil plus positif, je dis que ces interactions, elles sont mieux comprises, mieux mises en évidence, et qu'elles commencent à être suivies d'effets. Il y a un certain nombre d'actions, y compris au niveau politique, qui ont été prises. On a eu la création d'un haut conseil santé unique, One Health, qui a été créé, je crois que c'était en novembre dernier, à l'initiative du président de la République. On a eu l'organisation d'un sommet pour la planète en janvier dernier. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Il y a un certain nombre de rapprochements entre les différentes agences, ANSES, ANMV, etc. Donc tout ça, ça va vraiment, à mon sens, dans la bonne direction. Si je veux être un tout petit peu critique, je dirais qu'on n'est peut-être pas assez... Ça devrait, à mon sens, être un enseignement. On va peut-être pas assez vite dans cette prise de conscience, dans la prise de décision.
et peut-être pas assez loin. Il y a quelques exemples qu'on peut... C'est-à-dire ça reste encore un concept aujourd'hui? C'est pas encore un réflexe, si je voulais utiliser un terme. C'est pas encore un réflexe, tout le monde a ça en tête. Dès qu'on en reparle, bah oui, bien sûr, mais c'est pas un réflexe, et je crois que ça doit le devenir. Et pour autant, est-ce que justement le One Health, comme on parle d'innovation aujourd'hui, est-ce que le One Health nous permettrait d'innover, d'ouvrir le champ des possibles? Il nous permettrait de faire tomber des barrières et il nous permettrait de trouver des synergies. C'est ce qu'on fait chez Boehringer. Si je prends cet exemple, on a la chance d'avoir une activité santé animale qui est très forte. On a la chance d'être très présent aussi en santé humaine. Et moi, j'ai la chance d'être à la tête d'une organisation en France où les deux santé sont quasiment à part égale. En faisant travailler les gens ensemble, oui, on se donne la possibilité d'innover davantage. Sur l'exemple de la Covid, nous a permis de nous conforter au final dans cette idée-là. Et il y a un certain nombre de choses qui se sont passées qui ne se seraient probablement pas passées à ce point-là. Les vétos chercheurs chez Boehringer se sont assis à la même table que les médecins ou les pharmaciens chercheurs de notre activité santé humaine en Allemagne au siège pour travailler sur des solutions de diagnostic, de prévention ou de traitement de cette maladie. Donc en essayant de tirer parti des expertises des uns et des autres. La santé animale chez Boehringer, grosse expertise dans le domaine de la virologie et grosse expertise dans le domaine du vaccin, disciplines pour lesquelles nos collègues de la santé humaine chez Boehringer sont moins bons. Donc beaucoup d'échanges qui ont permis d'avancer et de proposer des solutions, y compris dans des domaines dans lesquels on n'est pas présent sur le plan commercial. Diagnostic, on n'est pas présent, mais on a travaillé quand même dessus. Vaccin, santé humaine, on n'est pas présent, mais on travaille dessus encore aujourd'hui. Et puis traitement, où là on est très présent et où on travaille à la définition, au design d'anticorps monoclonaux qui permettront aussi le traitement des patients en phase sévère, on va dire ça comme ça. Donc oui, les interactions, les synergies sont importantes et doivent permettre d'arriver à des innovations. Et sont source d'innovation, voilà. Alors on parle finalement, quand on parle de One Health, on parle de collaboration, de coopération. Je me tourne vers Christophe Duhayer à Paris. Êtes-vous d'accord également sur le fait qu'aucun acteur seul ne peut relever le défi d'une telle crise? Et comment vous-même, vous l'avez expérimenté chez Johnson & Johnson? Oui, merci pour me donner la parole. Désolé de ne pas être présent sur Lyon aujourd'hui. En tout cas, en effet, la crise du Covid nous a permis de lier des liens encore plus forts entre le public et le privé. Je pense que J&J a plusieurs exemples. On a développé l'application maladie-coronavirus.fr avec d'autres acteurs, et ça a été le premier site ou la première application qui a été validée par le ministère de la Santé pour justement aider à désengorger les hôpitaux pendant la première vague de la crise. Et puis ensuite, on a développé une autre application avec la PHP, donc là, un vrai partenariat privé-public qui s'appelle Covidum, qui permet de suivre les patients à domicile, les patients atteints du Covid, bien évidemment, et donc de désengorger les hôpitaux. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cette application on va essayer de la pérenniser pour justement aider au télésuivi des patients qui sont hospitalisés finalement à leur domicile. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut continuer à travailler et que la crise nous a aidé justement à renforcer ou à accélérer cette coopération publique-privée. On a vu aux États-Unis les bienfaits de la BARDA, donc qui est ce département de santé publique du gouvernement américain qui a aidé les entreprises pharmaceutiques à développer les vaccins. C'est pour ça que les grandes entreprises américaines pharmaceutiques ont pu être les premières à avoir le vaccin sur le marché, dont J&J, puisque le vaccin est désormais sur le marché européen et américain notamment. Et je suis très heureux de voir que l'Union européenne s'est emparée de ce sujet et propose désormais la création de l'ERA, donc la Health Emergency Response Authority, et évidemment J&J supporte cette initiative au niveau de l'Union européenne. Chez J&J Medical Devices, vous êtes tourné vers l'innovation. C'est vraiment une démarche qui est inscrite dans votre ADN. Et pour autant, vous avez aussi très clairement été impacté justement par la crise de la Covid-19.
Oui, bien sûr, puisqu'on est 70 ou 80% de notre chiffre d'affaires, en tout cas dans la partie médicale. Donc, nous, on représente vraiment la chirurgie et en 70 à 80% est de la chirurgie programmée et le reste, c'est la chirurgie d'urgence. Et donc, forcément, sur les 3 vagues, on a été extrêmement affecté par les déprogrammations de chirurgie. Moi, je pense tout d'abord aux patients qui sont les premiers affectés par cette déprogrammation et évidemment une perte de chance pour un certain nombre d'entre eux, notamment sur la cancéro. Donc, il faut espérer qu'on sorte vite de ce tunnel. En tout cas, après, ce qui est important en termes d'innovation, c'est le lien que l'on peut créer avec les clients et les patients. Les clients, donc le corps médical et les patients. Et c'est là où on a pu jouer un rôle aussi dans le développement d'applications comme Care for Today Education qui permettent de garder un lien entre le patient et le chirurgien et le corps médical, puisqu'il y avait, et il y a toujours d'ailleurs pendant cette crise du Covid, une peur de perdre les patients de vue et de les voir sortir de leur parcours de soins. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire, ce qu'il pourrait y avoir de pire pour un patient. Et donc, grâce à une application comme Care for Today Education, le patient peut garder un lien digital avec son corps médical et son chirurgien. Et puis, dedans, il y a pas mal d'éducation sur sa pathologie que l'on met à disposition des chirurgiens et donc des patients. Et on espère que ça peut aider justement les patients à garder le contact avec le système de santé et leur potentielle pathologie. Merci. Alors nous sommes au cœur de l'hôpital justement avec vous Christophe Duhaillet, avec ce que vous venez de nous présenter. Je continue donc avec vous, Guillaume Duchaffault. Il est clair que l'hôpital public a su vraiment bouger les lignes très rapidement et ce dès la première vague. Finalement, vous n'aviez pas le choix. Il a fallu trouver des solutions, il a fallu innover. Et est-ce que innover, c'était avoir plus de bras, plus de lits, plus de moyens? Comment ça s'est traduit ? Alors oui, en effet, on a dû innover et on a complètement réinventé l'hôpital d'ailleurs. Et Raymond Lemoyne le disait tout à l'heure, c'est la 3e fois là que nous sommes en train de réinventer encore et de réorganiser complètement l'hôpital pendant cette crise. Vous parliez d'ADN et de la manière dont l'innovation fait partie de l'ADN d'un laboratoire pharmaceutique. L'innovation, elle fait aussi partie de l'ADN d'un CHU. Un CHU, c'est un hôpital qui soigne bien, mais c'est aussi un hôpital qui enseigne, qui forme, et c'est un hôpital qui cherche et qui innove. Et cette innovation, elle est un peu dans les gènes de tout le monde à l'hôpital, et finalement, c'est probablement pour ça que beaucoup de personnes ont su se réinventer leur fonctionnement pendant la crise, que ce soit la première, la deuxième ou la 3e vague, et aussi dans les reprises d'activité et les moments où on a pu en sortir un petit peu. On a fait le choix, nous, dès le début et avant même la sortie de la première vague, d'essayer de recenser l'ensemble des innovations qu'on avait pu trouver, que nos équipes avaient pu mettre en œuvre pendant la crise. Parce qu'on s'est rendu compte que chacun s'était réinventé. Les Hospices Civils de Lyon, c'est 23 000 personnes, c'est 5 500 lits, c'est partout du monde qui s'est adapté et a adapté son fonctionnement. Et on s'est dit, si on ne capte pas cette matière, ce matériau brut qui était l'innovation de la crise, on va perdre finalement ce bénéfice. Et on l'a fait dès la sortie de la première vague, dès le mois de mai l'année dernière. On a recueilli 130 idées qui avaient été déjà mises en œuvre pendant cette phase où tout a été bousculé. 130 idées nouvelles alors ? Alors, 130 idées nouvelles. Certaines étaient des idées qu'on a importées d'autres hôpitaux et dont finalement la crise a accéléré la mise en œuvre. Mais d'autres étaient des idées complètement nouvelles et des choses qu'on n'avait jamais faites ni aux HCL ni ailleurs et qu'on va essayer de faire vivre dans le temps, dans une démarche où on a décidé que finalement cette crise, elle n'allait pas être seulement une contrainte, elle allait être aussi un accélérateur de changement, d'innovation et possiblement aussi un accélérateur de diffusion de cette culture de l'innovation dans un hôpital universitaire. Mais 130 idées, ça va de quoi à quoi? Il y a de la petite idée et puis là, j'ai par exemple l'exemple d'un médecin réanimateur à Lens qui avait développé un kit d'intubation sans contact avec des artisans locaux, en fait. Est-ce que ça, c'est typiquement une innovation? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Oui, alors dans ces idées, comme je vous le disais, il y a des choses qui existaient ailleurs et que finalement on a mis en œuvre plus vite chez nous. Des cellules d'ordonnancement, de gestion accélérée des personnels, de gestion des lits, y compris sur un plan territorial. On s'est retrouvé à devoir piloter les capacités de réanimation
d'innovation et de soins critiques sur l'ensemble d'un territoire, en parlant quotidiennement avec des cliniques auprès desquelles on vivait tous les jours sans forcément se parler. Donc on a créé des hubs territoriaux d'animation de nos capacités. On a créé aussi une ferme d'impression 3D en partenariat avec l'INSA, avec l'Université de Lyon, parce qu'on s'est dit qu'il y avait finalement beaucoup d'outils qu'on pouvait imprimer en 3D de manière très accélérée, et y compris la manière d'exploiter cette ferme d'impression avec des volontaires qui venaient d'un peu partout dans les hospices civils de Lyon et puis des écoles d'ingénieurs autour de nous. Voilà, c'est quelque chose qui vit encore aujourd'hui, sur lequel on a fait des appels à projets ensuite. On a créé un espace de coworking pour des patients qui venaient en hospitalisation de jour. Ça s'était vu nulle part. Finalement, on avait toujours pensé que les patients, ils étaient trop malades pour travailler. Sauf qu'aujourd'hui, la maladie chronique, elle fait que c'est pas vrai. Et qu'on a des patients qui viennent se soigner à l'hôpital et qui finalement trouvent un lieu où ils peuvent travailler en même temps qu'ils attendent entre des soins. Vous voyez, c'est à la fois des innovations très médicales, de la substitution de produits qui existaient ailleurs, et puis des innovations très organisationnelles, très quotidiennes dans le fonctionnement de l'hôpital, mais qui ont fait qu'on a trouvé des solutions à des difficultés qu'on avait, parfois à la faveur de la crise, de manière un peu opportune, parce qu'on a accéléré des circuits de décision, parce qu'on a levé des barrières qui existaient avec lesquelles on vivait, et puis finalement d'autres qui attendaient à notre porte, et on a décidé de s'en saisir et de faire vivre ça durablement. Et on va essayer de prolonger cette dynamique sur l'innovation, puisque c'est le thème de cette table ronde, de manière encore plus forte dans les prochains mois et les prochaines années aux HCL. Et typiquement, vous avez une direction de l'innovation aussi au sein des HCL. Alors. Oui, on vient de créer il y a quelques semaines une direction de l'innovation. On a séparé la direction de la recherche en santé de la direction de l'innovation, à la fois pour montrer un choix politique, à la fois pour montrer le soutien très fort qu'on affiche à cette thématique, mais aussi parce qu'on pense que les schémas de validation, de décision, de saisissement des opportunités ne sont pas tout à fait les mêmes sur les sujets d'innovation. Et puis que l'innovation, elle n'est pas que médicale et scientifique, elle est aussi organisationnelle, elle est aussi managériale, elle est aussi informatique et logicielle. Donc on a créé une direction, on a créé un guichet unique ouvert en permanence pour que toutes les équipes puissent soumettre des projets, n'importe quand, quel que soit le degré de maturation des projets et de maturité des projets, qui puissent les soumettre. On a mis un budget sur la table de 2,5 millions d'euros par an spécifiquement consacré à l'innovation, parce qu'on veut pouvoir accompagner les équipes et valoriser leurs projets. On va faire vivre notre communauté des innovateurs en créant des événements, en valorisant aussi les initiatives qui marchent, en s'inspirant aussi des échecs, parce qu'on sait que dans l'innovation, on apprend de ces échecs. Et 5e point, on va renforcer notre stratégie d'alliance avec l'écosystème. C'est le but de ces échanges aujourd'hui. L'innovation dans un hôpital, elle n'est rien sans des acteurs académiques comme l'université ou des écoles. Elle n'est rien sans des acteurs industriels qui sont à nos portes. Et il faut qu'on arrive à créer ces stratégies d'alliance pour accélérer le changement, et c'est le boulot de l'hôpital public et surtout des CHU, et particulièrement des grands CHU comme celui de Lyon. Merci. On voit que vous prenez vraiment à bras-le-corps cette thématique de l'innovation, Guillaume Duchaffault. Je suis trop passionné peut-être. Mais ça se voit, c'est très bien. Je passe la parole maintenant à Gérald Conté. Guillaume Duchaffault nous parlait justement de recensement de l'innovation au sein des HCL. Est-ce que vous pouvez, d'un point de vue un petit peu plus général, justement, nous faire un point sur ce que la crise sanitaire a pu apporter en termes d'innovation ? C'est vrai, enfin, je vais complètement m'inscrire dans les propos de Guillaume Duchaffault. C'est clairement aujourd'hui, enfin moi, ce qui me frappe le plus, avec Carlab, un peu entre guillemets observateur, mais plus qu'observateur aussi un acteur de hackathon, d'un certain nombre d'expérimentations. Moi, ce qui m'a le plus frappé en fait dans la séquence qu'on vit, qui a commencé il y a 1 an, mais je crois que les 3 intervenants l'ont exprimé, c'est l'extrême agilité en fait qu'ont fait preuve l'ensemble des structures engagées dans le champ de la santé. Et je dirais même agilité qui est allée jusqu'à cette mise en œuvre opérationnelle, parce que en innovation, il suffit pas d'avoir des idées, il faut les mettre en œuvre. Et il faut passer à l'action, c'est souvent la difficulté, puisque à un moment donné, il faut tester, il faut valider, il faut diffuser d'une certaine façon cette innovation. Donc cette agilité extrêmement importante sur laquelle les gens se sont saisis de ça, en particulier les soignants. Il y a une étude qui a été faite par nos homologues de Lab Santé Île-de-France, qui ont fait une étude sur Internet, on va dire, le Lab Santé
Santé Île-de-France. Voilà. À chaque fois, j'ai l'impression que vous dites l'absentéisme de France. Donc, Mais non, c'est le Lab Santé Île-de-France. En fait, oui, ils ont regardé un petit peu ce qui se passait du côté des startups pendant la crise. Alors, ça s'est fait pendant les premiers 6 mois à partir de mars dernier. Et c'est vrai que, du coup, sur plusieurs pays, il y avait la France, il y avait la Corée, il y avait la Chine, il y avait également l'Italie. Ce qui a été important de noter, c'est que, du coup, la France a été extrêmement dynamique. En tout cas, ces startups ont été extrêmement dynamiques. Ça s'est fait essentiellement sur les segments qui étaient hors du champ du vaccin et puis des thérapeutiques. C'était plutôt sur ce que vient d'évoquer Guillaume Duchaffault, les questions autour, je dirais, de l'apport en matière d'appui aux soignants, d'appui aux personnes confinées et à la santé. Et donc sur ce champ-là, on peut tout à fait identifier que, en fait, outre toutes ces séquences médicales, il y a eu des propositions extrêmement intéressantes du côté de la logistique, ou en tout cas des organisations soutenues par de la technologie. Du côté du monde, je dirais des patients, parce que il y a eu beaucoup d'applications qui se sont développées vers le bien-être, vers la santé mentale et globalement vers la prise en compte du lien qui a été évoqué entre les soignants et les soignés. Et puis, le secteur qui a quand même été propulsé au devant de la scène, c'est le secteur du numérique à travers la e-santé, en particulier avec les différentes mesures gouvernementales d'utilisation de la téléconsultation. Et dans ce champ-là, on a vu en effet une appropriation extrêmement rapide de ces technologies qui aujourd'hui questionne parce qu'on a une redescente un petit peu de l'utilisation puisqu'on est passé de 6% à 22% pour revenir à 6% d'utilisation de la téléconsultation vers les médecins généralistes. Et puis, ce qui a été intéressant aussi de voir, c'est que est-ce que les gens ont beaucoup créé, que les startups ont beaucoup créé dans ce champ-là. On pourrait le penser de l'extérieur, mais globalement, ce qui a été plus fondamental, ça a été l'adaptation, ou en tout cas les capacités de faire un petit pas de côté au regard de propositions qui étaient existantes. De nouveaux usages. Nouveaux usages pour pouvoir s'adapter d'une certaine façon aux enjeux, aux confrontations de la crise. Et ça, c'est intéressant. Faut pas imaginer au final, et nous on l'a constaté aussi dans les logiques hackathon qu'on a mis en place, Spring Creative, etc., qu'on réinvente le monde aussi simplement et aussi rapidement, en particulier en matière de santé, du fait même qu'il y a un processus réglementaire extrêmement normé et c'est tout à fait intéressant et tout à fait efficace qu'il soit là, et puis qu'il faut faire bouger aussi les organisations et la culture aussi liée à l'utilisation de ces outils. Donc ça c'est un des points importants. Et puis le deuxième point, moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup frappé. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la séquence diagnostique, thérapeutique et suivi, mais c'est comment sont rentrés aussi dans le discours, dans la discussion publique, les questions de prévention et les questions de santé mentale, des questions un petit peu plus globales qui sont plus difficiles à appréhender par les concitoyens. Et voilà, on est un petit peu contraint aujourd'hui de subir tout ça dans notre quotidien, mais on peut estimer que derrière ces enjeux sociétaux de santé publique, il y a aussi de la part des gens qui créent, des gens qui innovent, des belles propositions qui sont arrivées là pour apporter du lien, pour apporter des nouvelles opportunités. Nous, je sais que dans le dernier hackathon, on a eu un réseau d'entraide, en tout cas basé sur des technologies, et pas que, il y a aussi beaucoup d'humains derrière, mais des outils de chatbot qui sont, en plus des humains, pour pouvoir mobiliser un réseau d'entraide autour des personnes qui sont demandeuses, en particulier les étudiants en santé mentale. Donc voilà, ça a stimulé énormément d'initiatives et ça a pu mettre aussi un éclairage un petit peu plus global sur le monde de la santé qui est quelquefois un petit peu segmenté en tuyau d'or, comme on dit. Alors, vous avez parlé justement d'humain, Gérald Conté, et je voudrais justement qu'on parle de l'humain, parce que bien sûr, les entreprises ont dû s'adapter, chercher de nouveaux territoires à explorer, mais derrière tout ça, il y a des hommes, et c'est bien souvent le quotidien de chaque métier qui s'est vu un peu bousculé. Et à
individuelle aussi, il a fallu faire preuve d'agilité, voire réinventer la façon d'exercer son métier. Je me tourne vers vous, Éric Lelouch, justement. D'un point de vue organisationnel, dans une entreprise comme Boehringer Ingelheim, est-ce que chaque métier a dû se réinventer? Est-ce que l'humain a dû se réinventer? Et juste une petite note avant de vous laisser la parole. En parlant d'humain, il y a eu plus de 5000 vues déjà depuis ce matin de notre forum Santé Innovation. Donc, ils sont très nombreux à nous écouter. On en est ravis. Voilà. Bon, mais très bien, j'ai bien fait de changer de place. Le profil était meilleur. Voilà, c'est mieux comme ça, Eric. Oui, en fait, ce qu'on peut dire sur le plan et de l'humain et de l'organisation, c'est que la crise, là aussi, a été un révélateur. C'est que les individus, les équipes et les organisations au sens large ont fait preuve d'une capacité d'adaptation extraordinaire, auquel on pouvait ne pas s'attendre au bout du compte. Donc on parle beaucoup d'agilité, on utilise ce mot depuis ce matin ici. On en a parlé beaucoup, je pense que le terme a été galvaudé pendant très longtemps. Aujourd'hui, on est devant une nécessité d'être agile. Donc il a fallu, au début de la crise, il y a un peu plus d'un an maintenant, il a fallu réagir très vite. Chez nous, chez Boehringer, il y avait un objectif double. C'était de protéger les employés, les salariés, et de continuer d'assurer notre mission de santé, de continuer de faire nos études cliniques sur le terrain, de continuer de produire les médicaments qu'on produisait. Donc il a fallu, du jour au lendemain, pour toutes les fonctions, ou tous les individus qui travaillent sur des fonctions tertiaires, du jour au lendemain, on a 34 000 personnes qui se sont retrouvées en télétravail. Donc là, ça a été obligé. Il y en a un grand nombre d'entre eux, d'ailleurs, qui sont quasiment pas revenus sur leur lieu de travail depuis un an. Et maintenant, il s'agit de tirer parti de ce qu'on a été obligé de faire à un moment donné pour dessiner l'organisation future du travail. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. On a lancé un projet au niveau mondial, et en France en particulier, qu'on appelle Future of Work, et qui vise à redéfinir l'activité et les modes de travail, les modes de management des individus et des organisations et des équipes. Donc voilà, on a en France en particulier, ça a aussi révélé d'ailleurs la volonté de contribuer à cette petite révolution. Je ne sais pas si elle est si petite que ça en fait, avec 95 personnes sur le site de Lyon qui se sont portées volontaires pour contribuer à la nouvelle définition de ces nouvelles méthodes de travail. Donc on leur donne du temps. Il y a plus d'urgence aujourd'hui. Il s'agit de travailler sur le long terme. C'est une évolution qui va nous mener sur les 10-15 ans qui viennent probablement, pour voir comment on apporte plus de flexibilité, des méthodes de travail différentes. Est-ce que le bureau, on va revenir à la version d'avant la crise? Probablement pas. Est-ce qu'on va aller dans l'autre extrême dans laquelle on est aujourd'hui, où tout le monde est en télétravail? Probablement pas non plus. Et on n'est pas chez Boehringer, on n'a pas en tête l'idée de certaines entreprises qui est de dire c'est fini les bureaux, on arrête, tout le monde en télétravail. Non, je pense que nous, on va essayer de trouver un équilibre, et c'est ce que les salariés nous remontent déjà après quelques semaines de travail sur le sujet. Trouver un équilibre où le bureau restera un lieu de travail, pas le lieu de travail, mais un lieu de travail en fonction des tâches qu'ils auront à réaliser. Et ça va être très pragmatique en fait. La crise a permis aussi de remettre un peu de bon sens sur la table. Sur les tâches qui nécessitent des interactions, un entretien d'évaluation par exemple, il devra se faire en face-à-face. Des sessions de brainstorming devront se faire en face-à-face. Des questions de co-développement, de co-création, tout ça, ça devra se faire en face-à-face. Les partages d'informations, on s'en fiche. On s'en fiche pas de l'information, évidemment, mais on s'en fiche de la façon dont elle s'est transmise. Donc là, télétravail, oui, on ira. Donc voilà, donc en fait, ils vont travailler sur tous ces éléments-là, en mettant au cœur de leur réflexion la flexibilité, la confiance. On a quand même des managers qui étaient plutôt hostiles à tout ça, et qui se rendent compte que ça marche. Donc la confiance va être une des valeurs qui va être retravaillée aussi. La responsabilité des acteurs, en fait tout autant de choses qui vont continuer d'évoluer sur les mois et les années qui viennent. L'objectif étant d'arriver à des propositions dans les 18 mois pour proposer soit ce que j'appellerais des quick wins,
et je viens de vous en citer quelques-uns, soit des solutions plus innovantes qui vont assurer la transformation sur le long terme et le succès aussi sur le long terme de l'entreprise, mais qui vont prendre en compte de façon plus individuelle les besoins des collaborateurs. On a vu que le télétravail, c'est pas la solution universelle, hein. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Donc, il va falloir vraiment trouver un équilibre. Et c'est ce qu'on veut chercher à faire à la sortie de cette crise pour définir les méthodes de travail et l'organisation du travail sur les années à venir. Merci. Christophe Duhaillet, j'aimerais vous faire réagir aussi sur ce point, sur cette organisation des métiers, organisation du travail. Ça a été également bousculé chez vous, chez Johnson & Johnson. Quel constat faites-vous et qu'avez-vous mis en place pour vos salariés ou bien pour le rapport entre les salariés et vos clients? Alors, je suis assez aligné avec tout ce qu'a dit mon homologue, monsieur Lelouch. Et bienvenue dans le monde du digital finalement, puisqu'on est désormais dans un monde entre le distanciel et le présentiel. Passer 700 salariés en France de Johnson & Johnson Medical en 24 heures du présentiel au distanciel, c'était un défi. Auparavant, on aurait imaginé que ça aurait été un projet qui aurait pris entre 6 et 12 mois. Dans les grosses entreprises comme les nôtres, il y a pas mal de process. Là, ça a pris 24 heures et ça a très bien fonctionné finalement. Donc, on a appris aussi qu'on pouvait casser certains silos, casser certains dogmes et finalement, ça a été plutôt un succès. En effet, il a aussi fallu, dès le premier jour, on a une responsabilité. La première responsabilité que l'on a, c'est envers nos patients. Et puis bien évidemment envers nos salariés. Donc il a fallu trouver le bon équilibre entre assurer la disponibilité et la formation de nos clients à nos technologies, et puis bien évidemment la sécurité de nos employés. Donc on a bien évidemment toutes les équipes de vente et administratives étaient en home office, mais on a un certain nombre de personnes qui font du support clinique, que ce soit en orthopédie, que ce soit en cardiologie. Et donc, ces personnes étaient autorisées. Je souhaite reconnaître leur courage parce qu'en vague 1, il y avait quand même beaucoup d'inconnus par rapport au Covid. Et ces personnes-là ont eu le courage d'aller tous les jours au bloc opératoire pour aider les médecins à intervenir et à continuer à sauver des vies. Et puis, les personnes, bien évidemment, puisqu'on a un entrepôt sur la région lyonnaise, et ces personnes-là aussi venaient tous les jours, malgré les incertitudes autour du Covid. Et donc, ils ont fait aussi preuve d'un certain courage. Au niveau des équipes terrain, justement, on est passé de 0% quasiment de distanciel en 2019 à quasiment 40% de relations clients en distanciel en 2020. Donc, on pense que cela va se pérenniser. Quel va être le pourcentage dans le futur? Je ne sais pas, est-ce que ça sera 20, 30 ou 40% de distanciel? L'avenir le dira et je pense que les choses rentreront dans l'ordre petit à petit. Mais je pense qu'on a pris certaines bonnes habitudes avec le distanciel. Malgré tout, on sait que l'humain a besoin de présentiel et de rencontres, de partager. Et donc je suis convaincu qu'on trouvera un juste équilibre entre les deux. En tout cas, c'est ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui chez J&J. Vous me parliez, quand on a préparé cette table ronde ensemble, d'un outil aussi qui était un petit peu dans les tuyaux depuis quelque temps chez Johnson & Johnson et que vous avez justement pour faciliter ces formations à distance, le côté virtuel, et qui a été mis en place beaucoup plus rapidement, un accès finalement à l'innovation beaucoup plus rapide dans de telles circonstances. Oui, bien évidemment, au niveau des formations, puisqu'on forme beaucoup de professionnels de santé, que ce soit des chirurgiens ou des infirmiers. Donc, tout le corps médical doit passer par la formation pour pouvoir utiliser un certain nombre de nos technologies. Normalement, les formations, bien évidemment, sont en présentiel, puisqu'il y a de la manipulation, etc. On a pu transformer en 2020 les 2/3 des formations en distanciel, justement, et donc grâce à des nouvelles technologies que l'on a développées, soit en interne, soit avec des partenaires. Et donc aujourd'hui, on arrive à faire ce qu'on appelle un blended learning pour les formations de nos clients, que ce soit grâce à des simulateurs, à la réalité virtuelle, avec des lunettes connectées aujourd'hui, où on arrive à avoir un chirurgien à distance sur son ordinateur qui voit la procédure chirurgicale en direct de son homologue dans un autre bloc opératoire et qui peut l'accompagner soit dans l'utilisation de technologies spécifiques, soit dans la technique purement chirurgicale. Donc ça, c'est une vraie innovation qui a bien évidemment été accélérée par le Covid. Et puis, voilà,
Donc ça, c'est vraiment l'exemple du télémentoring. Et puis pour ajouter un point par rapport à ce que l'on discutait auparavant et en interne, je pense qu'on avait été assez innovant chez Johnson & Johnson Medical en n'obligeant pas les personnes qui ont des postes nationaux ou en tout cas France à être basées à Paris. Et donc on avait déjà un certain nombre de postes qui étaient en distanciel, puisqu'on autorise les équipes à être basées n'importe où en France quand elles ont un poste national. Et ça a aidé aussi beaucoup, puisqu'on était déjà, tout le monde était déjà équipé pour faire du distanciel. Et comme quoi, l'avenir nous a donné raison. Merci Christophe Duhayer. La question qui se pose forcément quand on vous entend parler des innovations qui ont vu le jour, qui ont été testées, expérimentées, c'est est-ce qu'on va réussir à rendre tout cela pérenne? Est-ce que c'est pas un feu de paille finalement et comment réussir à maintenir cette énergie et à maintenir l'usage d'innovations qui ont vu le jour aujourd'hui? Guillaume Duchaffault. Alors, je crois que le micro n'est pas ouvert. Est-ce qu'on m'entend? Bon. Oui. Évidemment, c'est un gros enjeu quand on entend que la téléconsultation a connu un boom, puis est revenue au niveau d'utilisation qui était ceux d'avant la crise. C'est une préoccupation qui est majeure. C'est un exemple, mais parmi plein d'autres. Nous, c'est la raison pour laquelle, au sein des HCL, on a voulu saisir ces opportunités au moment où elles se sont présentées dans la crise. Et on se dit que c'est un moyen de permettre à toutes les équipes de se sentir autorisées à innover. Et le vrai enjeu, c'est de faire d'un hôpital universitaire un terrain d'innovation permanente et que chacun se dise, peu importe ma place, peu importe le lieu où je travaille, peu importe mon métier, peu importe avec qui je le fais, je me sens autorisé à avoir des idées, je me sens avoir autorisé un potentiel créatif, à avoir un potentiel créatif et à ne pas rester tout seul avec cette idée en ne sachant pas qu'en faire. Et le vrai enjeu, c'est ça, c'est comment on arrive à développer une culture qui fait que, bon, il y a eu la crise, il y a des choses qui se sont accélérées, mais des idées, il y en aura en dehors de la crise et on va essayer de les faire maturer comme ça, en lien avec plein de partenaires, d'autres hôpitaux, des cliniques, des industriels, des universités, des écoles. Et il faut que cette culture, elle se développe parce qu'on valorise ce qui réussit, parce qu'on le fait savoir, parce qu'on apprend de nos échecs. Et que chacun se sent autorisé quelque part à bouger une ligne, à pousser une porte, à chercher un peu de financement qui n'existe pas d'habitude et en créant probablement cette culture de bouger ces lignes et de bousculer certains mécanismes habituels, on arrivera probablement à maintenir cette dynamique. Certains projets vont s'arrêter, c'est pas grave, c'est la vie normale de l'innovation, mais d'autres vont continuer et puis d'autres vont arriver et notre enjeu c'est justement de dire à toutes nos équipes qu'elles sont autorisées à les porter. Développer ce potentiel créatif, Gérald Conté, c'est effectivement ce que vous faites, vous aussi, quand vous organisez des hackathons avec l'ICARE Lab. Oui, je pense que ce qui est très important, c'est ce que vient de dire Guillaume Duchaffault, c'est comment on va permettre de pérenniser en fait. Alors pas pérenniser toutes les innovations, tous les projets, parce que c'est le propre de l'innovation, c'est qu'il y a des projets qui doivent s'arrêter parce qu'elles ne répondent pas à un certain nombre d'objectifs. Mais comment on garde cet état d'esprit, l'état d'esprit, je pense que c'est vraiment le mot-clé, c'est-à-dire c'est comment on engage l'ensemble des parties prenantes dans cet effort-là. Quels sont les dispositifs qu'on met en place? Et en effet, les entreprises ici présentes et les Hospices civils de Lyon mettent en place les dispositifs, on pourrait dire de lab, en tout cas d'espace où les gens vont pouvoir, quand je dis les gens, c'est les professionnels de l'hôpital et tous les professionnels de l'hôpital, pas simplement les équipes d'excellence hospitalière, ce qui est déjà très important. Comment on engage les patients aussi dans les processus, parce que c'est eux qui en bénéficient, mais c'est eux aussi qui souvent ont l'usage d'un certain nombre de technologies, et de plus en plus d'ailleurs, à travers le télésuivi, etc. Donc comment on crée ces espaces d'innovation et quelle méthode d'une certaine façon, puisque ça demande, c'est très exigeant, il suffit pas on décrète pas l'innovation, on crée en fait un environnement favorable, et donc c'est dans ce cadre-là que nous on essaye d'apporter une contribution, aidé par la région, en partenariat avec Lyon Biopôle, avec les Hospices civils de Lyon et d'autres entreprises
entreprises pour mettre à l'agenda, on va dire, annuellement, d'un certain nombre de thématiques. Ça peut être des thématiques de prévention, ça peut être des thématiques sur la santé mentale, mais ça peut être aussi sur l'organisation de l'hôpital. Et comment on apporte d'une certaine façon, comment on contribue à croiser en fait les différentes parties prenantes, engagées. Ça peut être aussi des financeurs, hein, l'assurance maladie qui est très présente aussi dans nos hackathons et les mutuelles ou les assureurs. Comment on engage en fait ces parties prenantes très tôt dans des logiques de création et d'innovation, sans que ça soit non plus un ticket sans retour. Hein. On peut estimer que les investigations qui sont faites, elles ne sont pas toutes gagnantes. Hein. C'est bien aussi dans ce cadre-là, c'est qu'il faut avoir une mémoire un peu de ces échecs. Hein. On a un peu la culture de l'excellence en France. Il faudrait aussi permettre de pouvoir bien capitaliser sur les échecs pour éviter d'ailleurs de reproduire souvent des choses qui existent ou qui n'ont pas fonctionné. Merci. Une question à Christophe Duhayer. Quels sont, à votre avis, vous, les freins encore à lever aujourd'hui pour pouvoir faciliter l'accès à l'innovation ou l'accès de l'innovation? Oui. Pas mal de choses. Je pense qu'il y a déjà une problématique de remboursement pour pouvoir attirer l'innovation en France. Et aujourd'hui, on sait que c'est une vraie problématique. On espère qu'elle sera rediscutée lors du prochain CSIS cet été. Et ensuite, c'est certainement de continuer à pouvoir inclure le corps médical français dans des études cliniques internationales et donc faciliter justement le fait que la France puisse participer à des études cliniques internationales. Et je pense que ça, ce sont deux éléments importants pour faciliter l'innovation en France. Éric, on va terminer cette table ronde. Le mot de la fin, justement, à votre avis, comment peut-on faciliter aussi cet accès à l'innovation et la rendre encore plus pérenne? Travailler ensemble. La collaboration, pour moi, les partenariats. c'est le mot clé, c'est la collaboration. Je pense que on l'a montré hein, pendant cette crise, toutes les collaborations qui se sont mises en place à tous les niveaux, politique, économique, industriel, les industriels qui s'entraident pour la production de vaccins, c'est assez remarquable. On n'aurait pas envisagé ça, je pense, il y a quelques années, donc il y a quelques mois même. Donc tout ça, ça va dans le même sens. Pour moi, c'est une collaboration, faire tomber les barrières transdisciplinaires. Je reviens au One Health, évidemment, mais c'est collaboration. Je pense que ces situations de crise mettent en évidence le fait que pour trouver des vraies solutions et pour trouver de vraies innovations, il faut travailler ensemble. Je prends un dernier exemple. Chez Boehringer, l'innovation vient essentiellement de partenariats. 50% de notre portefeuille, santé humaine et santé animale, tout confondu, vient de partenariats avec des startups, des biotech, d'autres entreprises. Donc je pense que travailler ensemble, faire tomber les barrières, c'est la clé pour l'innovation et puis pour la résolution de problèmes tels que ceux qu'on vit aujourd'hui. Et l'humain. Et l'humain. Et l'humain au cœur de tout cela. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation à participer à cette table ronde. Merci, Christophe Duhayer, d'avoir été avec nous à distance. Et le temps tourne, donc je suis désolée, même s'il y avait encore beaucoup de choses sur moi à aborder ensemble, je ne voudrais pas prendre de retard sur la suite. Merci beaucoup et nous allons passer donc à la suite de notre forum. Merci.